On vous souhaite la bienvenue à ce webinaire. Nous allons passer 1h30 ensemble. On se laisse quelques secondes pour que chacun, chacune puisse nous rejoindre, s'installer confortablement. Merci déjà à vous tous de vous rendre disponibles ce soir pour ce sujet passionnant dont va nous parler Eric, notre expert. Il se présentera dans quelques instants. Voilà, je vois encore pas mal de personnes qui nous rejoignent. Alors, moi, je m'appelle Manueline et je serai votre animatrice ce soir. C'est moi qui relayerai à Eric, notre expert, les questions que vous vous posez. Et puis, je vous annonce déjà qu'indépendamment de webinaires qui ont lieu sur ce sujet de la facturation électronique les lundis soirs, on vous donne aussi rendez-vous les jeudis à 19 heures pour répondre à vos questions de manière encore plus précise que ce qu'on aura l'occasion de faire aujourd'hui. Eh bien voilà, je pense qu'on va pouvoir tout doucement démarrer. Je vois que vous êtes déjà pratiquement 70 à nous avoir rejoints ce soir. Encore merci à tous et bienvenue. Eh bien, on est parti, hein, pour ce webinaire sur la facturation électronique qui sera obligatoire dès le 1er janvier. C'est probablement pour cette raison que vous nous rejoignez ce soir. Comment vais-je faire d'ici le 31 décembre pour me mettre en ordre? On va tout vous expliquer ce soir avec Eric qui est notre expert et va pouvoir vraiment vous partager pas mal d'informations qui devraient sans aucun doute vous rassurer dans cette démarche. C'est un programme de digital commerce qui vous est proposé ce soir. Donc, on a évidemment plusieurs acteurs qui soutiennent notamment financièrement cette démarche. On a le syndicat neutre pour indépendants qui vous propose ce soir cette session, mais nous avons également un soutien de Digital Wallonia, de l'Agence du numérique et de la Wallonie. Alors, sachez également que via la plateforme du SNI, on va vous mettre tout cela, rassurez-vous, dans la conversation. Vous allez pouvoir vous inscrire aussi à d'autres webinaires, d'autres sessions de questions-réponses. Vous êtes aussi invité à aller revoir des replays. Si par exemple la cybersécurité est un sujet qui vous interpelle et vous n'avez pas eu l'occasion de passer euh, nous voir lors des webinaires qui ont eu lieu plus récemment, eh bien c'est un sujet que vous pouvez découvrir en replay. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur cette plateforme. Il y a aussi des accompagnements qui vous sont proposés de manière individuelle. Donc tous ces services existent. Profitez-en, renseignez-vous, allez chercher de l'info. On vous met tous les liens. C'est Sandra qui est avec nous aujourd'hui derrière son clavier pour vous partager dans la conversation des liens qui vont vous être bien utiles. Alors, on a plusieurs manières d'échanger entre nous. D'une part, il y a le chat, la discussion qui est libre. Par contre, quand vous avez des questions précises à nous poser, s'il vous plaît, utilisez l'onglet questions-réponses. Et puis, vous verrez également que dans certains moments de ce webinaire, on lancera un sondage auquel on vous invitera à répondre. Voilà, donc je vois que Sandra nous confirme que demain soir, vous recevrez le lien avec le replay pour éventuellement quelques détails qui vous auraient échappé ce soir. Et je pense qu'après vous avoir déjà donné toutes ces informations, vous êtes 80 ce soir avec nous. Merci d'être là, merci du temps que vous consacrez à cette thématique. On va faire de notre mieux, et je n'en doute pas, pour répondre à un maximum de vos questions. Et je vais donc pouvoir passer la parole à Eric, Eric Bertrand, qui est notre expert ce soir avec une belle longue expérience, riche et diversifiée, qui va vraiment nous permettre non pas seulement d'avoir des réponses sur la facturation électronique, mais de comprendre comment elle s'intègre dans tout le paysage de la gestion de la comptabilité. Et pour vous qui êtes principalement ce soir, des indépendants qui possédaient un commerce et on espère déjà que les fêtes de fin d'année se dérouleront bien pour vous. Voilà, Eric, je te passe la parole.
Merci Manueline. Bonsoir à toutes et à tous. Voilà, je vais commencer par partager cette présentation. Je vais tenter de rendre le sujet, bien que parfois un petit peu, c'est pas toujours le sujet le plus sexy, la facturation électronique. Mais disons que je vais essayer d'animer ça de la manière la plus sympa possible. Donc aussi, vous n'hésitez pas à poser des questions dans le chat ou dans le question-réponse. Je tenterai d'y répondre au fur et à mesure. Bien que je ne saurais pas rentrer dans des cas individuels, mais on pourra peut-être répondre à des questions également ultérieurement si nécessaire. Voilà, donc pour ma part, je suis informaticien de gestion, donc informaticien du chiffre, et je vais tenter de répondre à des questions très variées et aborder le sujet non seulement sur des aspects informatiques et digitaux, mais également sur des aspects business, affaires, droit, comptable, gestion. Donc, normalement, je suis à même de répondre à pas mal de questions parce que j'ai quand même déjà donné ce séminaire à plusieurs reprises. Et je pense qu'il y a également dans le support qui sera mis à votre disposition toute une série d'annexes et de documents, questions-réponses, de liens utiles qui permettront normalement de répondre à vraiment beaucoup, beaucoup de questions que vous pourriez vous poser. Euh, voilà, je suis le déroulé de l'exposé avec le calendrier pour la facturation électronique obligatoire et toutes les étapes qui vont suivre d'ici la fin de l'année pour vous informer. Mais je vais essayer surtout de vous présenter l'intérêt qu'a la facturation électronique pour vous. Parce que c'est une contrainte qui est imposée par la Commission européenne au travers des pays. Dans le cas de la Belgique pour le 1er janvier 2026. Mais ce n'est pas qu'une contrainte aussi, ça a de l'intérêt pour vous, indépendants, commerçants, entrepreneurs, pour votre gestion et pour le traitement de votre facturation, tant pour l'envoi de vos factures que pour la réception. Et donc, je vais essayer de vous mettre en évidence les points utiles et intéressants pour votre exploitation courante de votre facturation électronique et à travers ça de la transformation digitale qui a lieu pour le moment en fait dans chacun de vos métiers. Voilà, donc je m'appelle Éric Bertrand, ça me fait toujours de l'effet de dire que j'ai 30 ans d'expérience déjà d'informatique et d'informatique du chiffre, donc d'informatique de gestion, où j'ai pu aider des entreprises depuis plus de 30 ans dans les problèmes de facturation électronique notamment, de digitalisation plus largement, de systèmes d'automatisation, de traitement plus récemment liés à l'intelligence artificielle. Donc, je peux vous parler non seulement de technologie digitale, mais également de vos métiers, de beaucoup de vos métiers et de la corrélation entre les aspects liés aux logiciels utilisés et les métiers, mais également sur les limites et les obligations juridiques, comptables ou d'expertise. Donc, vous pouvez poser des questions normalement sur tous ces axes et également juridiques, bien que je m'arrêterai à un moment donné, car il faudra peut-être faire appel à un moment donné à des spécialistes du droit pour répondre à certains éléments, mais là, je sais m'arrêter, donc n'hésitez pas. Voilà pour mes compétences et on va commencer avec un petit sondage, Manueline. Oui, alors on va vous lancer un premier sondage. Je vais demander à Sandra de vous le lancer à l'instant. Voilà, super, merci. Un premier sondage pour pouvoir prendre un peu la température. Est-ce que vous avez déjà reçu l'information ou peut-être avez-vous une idée des raisons pour lesquelles on a décidé en Belgique de passer à la facturation électronique. Et donc, vous avez deux réponses qui apparaissent, deux questions qui apparaissent. Une première, savez-vous pour quelles raisons nous adoptons la facturation électronique? Et d'autre part, si oui, vous le savez, eh bien, n'hésitez pas à nous partager alors les raisons pour lesquelles vous pensez que nous passons à la facturation électronique. Et puis, on verra, Eric, si notre
nos participants aujourd'hui ont déjà une vision claire ou s'ils ont davantage besoin que nous les épaulions ce soir pour définir. Mais je vois que il y a quand même pas mal de personnes qui ne connaissent pas l'origine et le pourquoi. Donc on va pouvoir répondre à cette question tout à fait précisément. Voilà. Et alors, Eric, pour ton info, moi, j'ai perdu la main sur le sondage et donc je Ah, n'en vois pas les réponses. Donc, je te passe la main. ah, d'accord. Donc en fait, j'ai 28% donc de oui. Donc, hein, savez-vous pour quelles raisons nous adoptons la facturation électronique? Donc 28% des sondés répondent oui et non pour 72%. Et donc on a 16 réponses courtes sur 58. Euh, donc, euh, donc on constate en fait que majoritairement, ben, voilà, aujourd'hui, vous ne savez pas pourquoi on en vient à faire cette facturation. Euh, je vais peut-être appuyer sur le bouton partager le résultat. Voilà, je suppose que tout le monde voit le résultat alors à ce moment-là. Génial, parfait, Voilà. merci. Donc, c'est intéressant finalement comme question parce que quoi de plus, je vais dire, perturbant ou voilà, inintéressant que de devoir appliquer une évolution, une modification ou une règle sans en connaître les origines ou le pourquoi du comment. Donc, je vais rapidement passer en revue d'où tout cela vient et on va répondre à cette question. Et avant toute chose, Eric, il y a déjà une première question qui est tout à fait pertinente. Est-ce que si nous sommes indépendants complémentaires, nous sommes concernés par la facturation électronique ou pas? Eh bien oui, donc la facturation électronique structurée par le réseau PayPal est obligatoire pour tous les assujettis à la TVA à partir du 1er janvier 2026. Donc j'ai résumé en fait toute l'obligation en une phrase. Euh, Cela étant, il y a une exception, c'est le secteur en fait du soin de santé. Donc, on va parler de kinésithérapeutes, de logopèdes, qui bénéficient en fait de l'article 44 du code TVA, qui font qu'ils sont exemptés en fait de cette obligation. Donc, c'est une niche tout à fait particulière. En dehors de cela, en fait, tout le monde doit le faire, y compris les entrepreneurs qui sont au régime de la franchise. Donc typiquement, un indépendant complémentaire qui serait au régime de la franchise, donc qui ferait un chiffre d'affaires inférieur à 25 000 euros par an, eh bien, est malgré tout tenu de s'équiper avec une solution capable d'envoyer et de recevoir des factures électroniques structurées au format PayPal. Et la bonne nouvelle, Eric, parce que la question vient déjà d'être posée, c'est que ne vous inquiétez pas, nous aurons l'occasion durant ce webinaire de vous partager des noms d'outils, de plateformes qui peuvent vous aider à passer à cette facturation. Donc, rassurez-vous, vous n'avez que quelques factures à éditer par an, vous êtes une petite structure TPE, ne vous inquiétez pas, des outils existent. On vous les partagera tout à l'heure après vous avoir donné un peu plus d'informations sur vraiment comment ça va se passer, pourquoi on y va. Et ne vous inquiétez pas, en deuxième partie de webinaire, on va vous donner des outils concrets que vous Oui, pourrez activer. absolument, hein. Donc ici, dans le petit plan de la présentation, on va répondre sur la première question du sondage hein, à travers l'introduction, la définition, donc l'origine de ce qu'est PayPal, au pourquoi du comment, et on va avancer également donc, dans des cas d'usage et retour d'expérience. Et dans la partie cas d'usage, je vais citer trois cas de type ou de catégorie de logiciels avec des exemples de noms de logiciels en faisant des corrélations avec des cas pratiques de métier et on va voir également de la tarification. Donc sur les différentes solutions, de la solution gratuite à des solutions plus évoluées mais plus complètes, mais qui sont davantage onéreuses, je dirais. On a également des vidéos, des petites vidéos d'animation pour expliquer et démontrer les concepts, et, histoire de se donner une petite idée de ce qu'est réellement l'envoi d'une facture électronique. Donc voilà, on a de la matière, il y a de quoi faire, et donc
On va directement passer au sondage suivant. Avez-vous déjà implémenté PayPal dans votre activité commerciale? Et si vous n'avez jamais entendu ce terme, PayPal, c'est aussi l'occasion dans ce sondage que Sandra vous lance à l'instant, ce sera aussi l'occasion de nous dire si vous savez ce qu'est PayPal ou pas, que nous puissions vous répondre au mieux. Merci. Voilà, le sondage apparaît sous vos yeux. Donc, avez-vous déjà implémenté PayPal dans votre activité commerciale? Oui, non, ou je ne sais pas ce qu'est PayPal et Eric va nous éclairer sur la question dans un instant. Voilà, là pour le moment, on est à moins de 20% d'utilisateurs qui l'ont déjà implémenté ou commencé à l'implémenter. Donc on est quand même à plus de 66% qui n'ont pas encore fait. Et je ne sais pas, on est à l'ordre de 18-20% là pour le moment. Donc on approche tout doucement de 70 votes. Donc je pense, voilà, je vais partager le résultat. Ah ben, voilà, je vois que c'est fait. Euh, donc intéressant là aussi. Donc je vais vous encourager à faire le nécessaire. Et on va aborder en fait une méthode pour ne pas se tromper de démarche à travers en premier lieu la prise de contact avec votre comptable qui doit vous apporter un conseil à ce sujet. Pour les cas où vous faites votre comptabilité vous-même, on va discuter des différentes solutions qui sont possibles, d'applicatifs qui pourront répondre à vos besoins directement et en autonomie. Et puis, on va parler des cas plus évolués où vous avez des comptabilités qui nécessiteront l'usage de logiciels de gestion ou de RP. Et là, on citera aussi quelques gros logiciels, quelques grands Mhm. noms et quelques solutions plus spécialisées métiers qui vous permettront de trouver des solutions. Voilà. Alors, on a quelques questions encore qui sont posées, Eric, pour pouvoir vraiment démarrer dans de bonnes conditions ce webinaire. Alors, on ne va évidemment pas pouvoir vous répondre de manière individuelle, mais plutôt de manière plus large. Donc, si je travaille pour certains clients dans un autre pays que la Belgique, ça, c'est une question qui est posée, Eric, hein. Je vais peut-être pas toutes les mélanger, on peut peut-être déjà répondre à celle-ci. Oui, bien sûr. Donc, bon, il, il faut savoir qu'en fait, en Belgique, on est le premier de classe, en fait, c'est-à-dire que le 1er janvier 2026, c'est l'imposition par la Commission européenne de l'usage de la facturation électronique. Mais le but, en fait, c'est que tous les États membres soient sur le réseau PayPal pour le 31 décembre 2029. Et donc, d'ici là, tous les pays européens auront fait pas, le saut vers le réseau PayPal et la facturation électronique structurée. Donc, on a déjà d'autres pays comme l'Italie, par exemple, qui avancent très vite, donc avec lesquels on a déjà de gros échanges. Cela étant, le réseau PayPal existe depuis 2012 et on fait de la facturation électronique avec déjà de nombreux entrepreneurs à travers la Belgique, mais à travers le monde depuis déjà quelques années. Et donc, il est possible d'échanger déjà des factures électroniques structurées avec d'autres entrepreneurs ailleurs en Europe, mais également ailleurs dans le monde. Et par contre, ce n'est pas obligatoire, bien entendu, au 1er janvier 2026. Hein. Donc, ce n'est qu'entre assujettis à la TVA belge que c'est obligatoire au 1er janvier 2026. Donc, si vous envoyez une Voilà. facture ou vous recevez une facture avec un Allemand, un Français ou un Hollandais ou luxembourgeois, là, vous pouvez toujours l'envoyer, bien sûr, par le réseau PayPal si vous le souhaitez, mais ce n'est pas obligatoire et vous pouvez toujours continuer à l'envoyer via vos canaux usuels ou habituels. Et tu viens, Eric, sans t'en rendre compte, répondre à une autre question qui était posée, hein, qui était est-ce que cette facturation électronique est uniquement pour des entreprises ou également pour les particuliers? Donc, si j'ai mon commerce, si j'ai bien compris, et qu'un de mes clients qui effectue un achat dans mon magasin, par exemple, souhaite une facture parce qu'il est assujetti à la TVA, je devrais passer par ce système alors que si c'est un client qui n'a pas besoin de recevoir une facture, il repartira avec son ticket classique, habituel, comme nous l'avons toujours fait. Est-ce que c'est exact, Eric?
C'est tout à fait exact et je rajouterais même que vous pouvez réaliser une facture pour un client B2C, comme on peut l'appeler dans le jargon des entrepreneurs et du business. Et donc en fait, on peut émettre une facture pour un particulier non assujetti à la TVA. Et dans ce cas, on lui transmettra par le canal habituel. Soit on l'imprime, on la lui donne en main propre, soit on lui envoie par email ou par un quelconque autre moyen. Donc un journal de facturation pourra être utilisé pour l'envoi de factures vers des assujettis TVA à travers le réseau PayPal. Mais ce même journal, on va arriver par exemple à la facture 20, je vais imprimer la facture 21 que je vais donner en main propre, et la 22, mais je vais pouvoir l'envoyer par le réseau PayPal et avancer comme ça dans mon journal de vente en expédiant ces factures par un moyen ou par un autre, suivant mon cas d'usage, donc suivant l'interlocuteur assujetti ou non à la TVA, donc d'ici le 1er janvier 2026. Alors, il y a plein d'autres excellentes questions qui arrivent, mais Eric, je te propose que nous Ok, avancions. Je les ai bien notées, je ne vous oublie pas. Et en temps voulu, dans le déroulement du webinaire, je te les ça poserai, marche. Eric. Ça roule. Donc, la facturation électronique, c'est évidemment quelque chose de très important pour le moment dans ce contexte de digitalisation. Donc, la société en général, et là, c'est l'impulsion de la Commission européenne qui nous amène à faire cette transformation et à avancer en fait pour réduire finalement tous les coûts de gestion et de traitement de tous ces documents papier et même PDF on a du semi-électronique. Là, on a une facturation électronique structurée qui est totalement compréhensible entre les logiciels. Et la Commission européenne a souhaité adopter cela systématiquement sur tout le territoire pour lutter contre la fraude. Donc, la raison sur le premier sondage, c'est pourquoi est-ce qu'on implémente la facturation électronique. C'est imposé par la Commission européenne qui doit lutter contre les carousels TVA notamment, qui représentent des fraudes gigantesques chaque année. On parle de dizaines de milliards d'euros qui sont perdus chaque année à cause de ces fraudes. Et donc l'administration a mis en place les choses pour lutter contre cela, mais ça a des effets bénéfiques en fait pour les usagers parce que la facturation électronique, eh bien, c'est plus facile, c'est plus simple et c'est plus efficace que la facturation telle que vous la connaissez maintenant. Donc, on a un système qui est plus automatisé et on a finalement quelque chose de plus instantané et de mieux contrôlé, puisqu'on a des accusés de réception quand on envoie des factures au format électronique. Donc, c'est le présent et c'est le futur, et c'est quelque chose, donc, comme je disais, qui est imposé par la Commission européenne. Ça s'appelle en réalité Pan-European Public Procurement Online. C'est un système qui a été développé donc depuis 2012 pour de l'échange à l'origine d'appels d'offres entre les administrations. Et donc, notamment, à travers donc, ce réseau, on peut échanger d'autres documents que des factures. On peut échanger des bons de commande, des bons de livraison, des paiements ou que sais-je d'autre. Donc, il y a toute une série de documents qui peuvent être échangés. Donc, la facturation électronique, ce n'est pas une fin en soi. Pour les gens qui font du commerce en B2B, ils auront l'opportunité d'échanger autre chose que simplement la facture. Ce sera peut-être vos bons de commande fournisseurs ou que sais-je d'autre que vous aurez l'occasion d'échanger avec vos interlocuteurs. Donc, Et alors, je rappelle pour ceux qui nous ont peut-être rejoints après que j'ai partagé l'info, si vous n'avez pas de comptable et si vous ne savez pas quelle plateforme, quel outil digital utiliser, ne vous inquiétez pas, on vous en parle tout à l'heure. voilà, sans faute, promis. Donc, un outil standard, un outil fluide, rapide et efficace, un outil sûr. Donc, on le verra dans la partie cybersécurité. Et je ne vous ferai pas une anecdote d'un cas dramatique de piratage où un client a perdu voilà, une somme conséquente. Et ce cas en fait de piratage ne sera plus possible. Donc, il y a plus de sécurité. Donc, c'est plus intéressant finalement pour faire de l'échange et de la commercialisation. Donc, ça va améliorer les flux d'échanges commerciaux entre les entrepreneurs. Euh, on parle régulièrement, en fait, en parlant de ce flux et ce format d'échange, des GAFAM. Donc, on a parfois des gens qui achètent beaucoup sur Amazon,
Et la facturation d'Amazon, pour remettre ça dans sa comptabilité, c'est souvent très compliqué. Eh bien, ils devront se conformer à la facturation électronique structurée sur le réseau PayPal et ça va grandement faciliter les choses, quoi. Donc, c'est un petit exemple de la fluidification qui va s'améliorer grâce à ces systèmes, quoi, en fait. Donc, Eric, j'ai peut-être manqué l'information, mais que oui. veulent dire les initiales de PayPal? Ah, je vais revenir un petit coup en arrière. Alors, c'est Pan-Européenne Public Procurement Online. Et donc, à Merci. l'origine, bah, le procurement online, ça veut dire quoi? Ça veut dire il s'agit d'appels d'offres, de fournitures entre administrations. Et donc, à l'origine, c'est un outil pour permettre aux administrations européennes de communiquer entre elles. Et ça a été élargi aux documents administratifs comme des factures, et ça a été ensuite élargi à l'usage des professionnels en entreprise. Donc, c'est voilà, une déclinaison en fait d'un système à l'usage de l'administration qui a été élargi à un usage grand public, qui est normé. Donc, ça veut dire que ce qui transite par le réseau est totalement compréhensible par les logiciels de manière automatique, si bien qu'il n'y a plus d'encodage nécessaire. Donc, les logiciels pré-encodent et encodent des documents automatiquement, même si l'utilisateur a toujours la main sur les factures, par exemple, pour refuser une facture qu'il estime ne pas être éligible. D'ailleurs, on verra plus tard qu'il est possible de donner un business status à une facture, de lui dire, tiens, voilà, elle demande un complément d'information, cette facture, ou elle est refusée, ou je la marque et je la tag comme étant payée. Donc, c'est quelque chose d'intéressant. Alors, je vais faire un petit saut dans la présentation et je vais aller directement à une petite vidéo de présentation sur le principe de fonctionnement à quatre coins de la facture. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a un émetteur qui souhaite envoyer une facture à un destinataire et on a le réseau PayPal entre les deux. Alors, il va se passer une première chose, c'est que le logiciel de l'émetteur va interroger le réseau. Là, je fais une petite pause. On voit que le logiciel de l'émetteur interroge son fournisseur de services. Et donc là, je vais faire une analogie avec l'envoi d'un email. Vous avez probablement tous déjà envoyé des emails avec, par exemple, Outlook, et votre Outlook se connecte à un fournisseur de services. Proximus, Microsoft, Google, que sais-je d'autre. Donc, ce fournisseur de services, en fait, c'est votre fournisseur de services qui gère votre boîte mail. Eh bien, c'est la même chose pour PayPal. Vous, en tant qu'utilisateur de logiciel, à la place d'utiliser Outlook, vous utilisez votre programme de facturation, programme de gestion, et ce logiciel va communiquer avec le fournisseur de services qui va pouvoir faire une première opération lors de l'envoi de la facture, c'est vérifier si le destinataire est bien actif sur le réseau, est bien présent sur le réseau et va bien être capable de recevoir la facture. Si bien qu'on en vient à dire que lorsque la facture part, j'ai la certitude que mon destinataire va la recevoir. Sinon, dès l'émission, je recevrai un message d'erreur disant non, non, cette personne n'est plus sur le réseau ou n'est pas sur le réseau et donc vous ne pouvez pas lui envoyer une facture par le réseau PayPal. Alors là, je vais répondre directement à une question. Qu'est-ce qu'on fait si on est après le 1er janvier et qu'on veut envoyer un assujetti TVA une facture et que cette personne n'est pas encore prête, elle n'est pas encore sur le réseau alors que vous l'êtes? Eh bien, vous devez continuer à lui envoyer votre facture par votre moyen habituel, par email, par courrier ou en main propre ou que sais-je d'autre. Et ce destinataire devra prendre possession et intégrer sa facture qui reste parfaitement éligible. Donc en fait, ça signifie qu'une facture est totalement éligible indépendamment de son vecteur d'envoi. Donc peu importe que vous l'envoyez, même par PayPal, ce qui fait qu'elle est éligible ou non, ce n'est pas le vecteur qui est utilisé, ce n'est pas le moyen qui est utilisé pour l'acheminer. Donc ça veut dire que si cette personne reçoit sa facture par courrier, par exemple, et cette personne n'est pas prête sur PayPal, eh bien c'est cette personne qui est en défaut. Ce n'est pas vous en tant qu'émetteur de la facture, puisque vous avez votre logiciel, vous êtes présent sur le réseau PayPal et vous avez fait ce qui était nécessaire pour Oui, être. donc moi, je n'aurai pas d'amende dans ce cas. Par contre, c'est mon interlocuteur qui pourrait en avoir une à payer. Voilà, voilà, c'est exactement ça. Donc finalement, ben, vous ne pouvez pas être responsable de l'infraction de votre voisin. C'est tout à fait logique. C'est Donc, ça. vous pouvez être, je vais dire, l'esprit tranquille
par rapport à l'éligibilité de la facture et par rapport au fait éventuellement d'être, je vais dire, pas en ordre vis-à-vis de l'administration. Je parlerai plus tard en fait d'un arrêté royal du 8 juillet de mise en application qui intègre les amendes en cas de défaut. Et j'expliquerai tout à l'heure ce qu'il en est. Donc je vais me refocaliser sur la petite vidéo, la petite animation pour fixer les idées sur le cheminement d'une facture et du système à quatre coins. Je reprends ici. Donc on sait que mon interlocuteur est disponible sur le réseau. Et l'émetteur eh bien, génère sa facture, donc qui est un fichier XML. Voilà, c'est un fichier dans lequel il y a des caractères spéciaux d'informaticiens qui est généré et qui est expédié au fournisseur de services du destinataire, ici. Et le destinataire eh bien, va pouvoir aller relever sa facture, comme on relève une boîte mail, avec son logiciel chez son destinataire. Donc, ça donne une facture qui s'achemine de cette manière. Et à ce moment-là, le destinataire envoie un accusé de réception à travers son fournisseur de services jusqu'au fournisseur de services de l'émetteur pour intégrer dans le logiciel de l'émetteur le fait que la facture a bien été reçue par le destinataire. Donc ça, c'est intéressant, parce qu'en fait, ça revient finalement à envoyer un recommandé avec accusé de réception. On sait que sa facture a bien été reçue, et à partir de là, il y a un second niveau qui n'est pas toujours implémenté sur tous les logiciels, mais ça va faire partie des améliorations, des intégrations qu'on va voir fleurir sur les logiciels à l'avenir. Ce sera le business status dont j'ai parlé tout à l'heure, où on va pouvoir affubler cette facture d'une qualité qui pourra être ben, je refuse la facture, ou j'accepte la facture, ou je paie la facture, ou je demande des informations complémentaires. Il y a 7-8 statuts business qu'on peut donner à une facture. Et comme je le disais, tous les logiciels ne sont pas encore tout à fait au point. En tout cas, ce que tous les logiciels permettent de faire, c'est au moins d'obtenir avec une réception comme quoi la facture est bien arrivée. Donc, l'analogie avec un email fonctionne bien. Et donc, Eric, si j'ai bien compris, jusqu'à présent, ce que j'ai retenu, c'est que la Belgique est premier de classe. C'est formidable, ça nous arrive pas souvent. C'est-à-dire que l'Europe nous impose de passer à PayPal dans les prochaines années, mais en Belgique, on a décidé que c'était obligatoire dès le mois de janvier 2026. Et quand tu exprimais, bon, évidemment, l'Europe derrière cette démarche veut surtout jouer le jeu de l'antifraude et qu'on puisse vraiment au niveau européen avoir quelque chose de très propre Harmoniser. dans les échanges. Et puis, tu parlais de, ça va augmenter pour nous les utilisateurs, les indépendants belges, ça va être plus facile, plus simple, plus efficace parce que ça va être automatisé. Est-ce que ça veut dire que ce schéma que tu viens de nous présenter, euh, me donne en tout cas à moi le sentiment que je ne devrais plus jamais scanner, renommer des fichiers dans mon ordinateur, les déposer dans un dossier et le jour où j'ai un contrôle fiscal, aller à la recherche et à la pêche au canard de toutes mes factures qui sont à gauche, à droite, sous différents formats. Oui, tout à fait. Ça fait vraiment partie des avantages précieux qu'apporte la facturation électronique, hein. Donc, c'est cette simplification du traitement des documents qui arrive directement au bon endroit et qui, d'un autre côté, ben, si vous, je vais dire, jetez votre dévolu sur la bonne application, garantissent une pérennité de la sauvegarde de vos données et de pouvoir les retrouver, justement en cas de contrôle, puisque ça fait partie de plusieurs points que je vais voir après sur la question de la conservation de vos factures électroniques. Parce que vous savez que vous devez conserver vos factures 7 ans, hein, c'est la législation, mais c'est plus éventuellement, puisque si vous amortissez un bien comme un bâtiment en 15 ans, vous devez conserver les factures liées à ce bien pendant 15 ans. Donc la durée de conservation est longue, ce qui est très problématique en fait pour des informaticiens de gestion comme nous, parce que 7 ans ou 15 ans, c'est une éternité pour nous, hein, dans notre rythme d'évolution des systèmes. Et donc la question de savoir où sont vos données et de vous assurer d'en faire des copies de sécurité à travers les sauvegardes sur des systèmes que vous confiez à des tiers comme votre comptable ou comme des applications en ligne, de pouvoir en plus faire éventuellement une copie de sécurité au moins une fois par an chez vous, ce sont quand même des choses importantes à pouvoir faire, de sorte à démontrer en cas de contrôle que vous avez fait tout ce qui est raisonnable pour assurer la conservation de vos données.
Ah, Eric, avant d'aller plus loin, je propose qu'on réponde à trois questions ok. qui, pour certaines d'entre elles, sont déjà revenues à plusieurs reprises. La première, il y avait des questions sur les professions libérales. Sachez que nous allons avoir des webinaires et des sessions de questions-réponses spécifiquement pour vous. Si vous êtes kiné, par exemple, on répondra vraiment spécifiquement aux cas de figure qui vous préoccupent. Si on a un peu de temps, on en parlera tout à l'heure, mais on va laisser la priorité au commerce aujourd'hui, si vous voulez bien. Deuxième question qui revient à nouveau, Eric, c'est vraiment si tu peux à nouveau nous clarifier comment je fonctionne entre particuliers qui m'achètent un produit, un service, entreprise qui m'achète indépendant un produit, un service. Est-ce que je dois tenir deux systèmes? Est-ce que tout peut être ensemble? Tu l'as déjà exprimé, mais je pense que ça vaut vraiment la peine pour le public qui est avec nous ce soir de reprendre encore quelques minutes pour clarifier ce point, s'il te plaît. Oui. Euh, Typiquement, en tant que commerçant, vous allez avoir devant vous, à vos comptoirs, des clients particuliers à qui vous ne pourrez pas et ne saurez pas envoyer des factures par PayPal parce qu'ils ne seront pas identifiés sur le réseau et surtout parce que ce n'est pas obligatoire. Donc, à ce moment-là, vous pouvez continuer à émettre un ticket de caisse comme vous aviez l'habitude de le faire ou faire une facturette dans votre journal de facturation. Vous pouvez également faire une facture à un particulier. C'est quelque chose d'usuel, ça se fait dans certains métiers. Soit le ticket, soit la facture, mais une facture émise sans numéro de TVA d'un tiers. Donc voilà. Et donc là, si on est dans un journal de facturation, eh bien, on va avoir une facture assujettie, une autre qui ne l'est pas. Et puis on pourra avoir une facture plus loin qui regroupe les ventes comptoirs de la journée émises avec les 50 tickets de vente de la journée pour comptabiliser donc le chiffre d'affaires avec la TVA du jour. Donc tout ça peut vivre ensemble. Il faut considérer en fait que dans les logiciels que vous utilisez, bon, évidemment c'est un peu différent pour les gens qui travaillent encore à la main, mais pour les gens qui avaient l'habitude d'utiliser un logiciel, ils avaient un bouton imprimé ou un bouton envoi par email de la facture, et bien ils auront un bouton supplémentaire envoi par PayPal. Et C'est ça. finalement, Hmm. pour ces cas-là, c'est pas très compliqué. Si les logiciels qu'ils ont sont compatibles avec la facturation électronique structurée PayPal, ils auront un bouton en plus et j'ai envie de dire, c'est tout. Donc, c'est pas très. Voilà. Ce qui se passe, c'est qu'il semble que c'est une technologie qui a l'air compliquée. On a l'impression que c'est vaste, un gros changement, une grosse évolution. Pour ceux qui ont déjà des logiciels, finalement, le changement n'est pas très important et l'acclimatation est rapide. Par contre, pour les utilisateurs qui font encore voilà, la facturation avec Excel ou Word ou qui utilisent peut-être encore des carnets de facturation manuscrits, là, il va falloir se mettre à des logiciels de gestion, facturation compatibles donc, avec le réseau PayPal. Donc là, c'est un changement plus important, hein, évidemment. Mais il n'empêche qu'avec tous les logiciels de facturation, on sait également émettre des factures non assujetties à la TVA. On peut utiliser le même système pour faire l'ensemble de ces opérations. Alors, pour les professions libérales, Sandra vient de vous partager dans la conversation les liens vers les webinaires et les sessions de questions-réponses pour vous, vous êtes concernés. Et puis, il y a une dernière question pour toi, Eric, avant de continuer notre chemin vers ces outils qu'on a hâte de découvrir. Euh, Est-ce que les bordereaux d'achat suivent les mêmes règles que les factures? Alors, C'est Joseph qui nous pose la question. Alors, je ne sais pas exactement quelle est la différence pour Joseph entre le bordereau d'achat et la facture. alors, je pense qu'on est dans un cas d'usage tout à fait particulier qui concerne l'autofacturation, le self-billing. Et donc, le bordereau d'achat, en fait, c'est lié à des métiers particuliers qui sont des métiers où on inverse la question de la facture. Donc, typiquement, on a des agriculteurs, on a des préposés de la poste indépendants qui utilisent ce système-là aussi. Et donc, en fait, la facture n'est pas émise par donc, en fait, vous allez acheter quelque chose, on vous émet une facture. Et bien là, c'est l'inverse, en fait, la facture est émise à l'envers.
Donc voilà, c'est ce qu'on appelle l'autofacturation. Donc c'est un concept un petit peu particulier. Typiquement, vous avez un agriculteur qui va conduire une benne de grains. Donc en l'occurrence, ben, il est fournisseur. Il va conduire une benne de grains chez un acheteur, donc on va dire je vais y arriver, une coopérative. Et donc, dans ce cas, c'est l'agriculteur qui devrait facturer sa benne de grains à la coopérative. Or, il n'en est rien. Il y a une autofacturation faite par le client, en l'occurrence la coopérative, qui émet une facture à l'envers, quoi, en fait. Et donc, le remplacement du bordereau, on appelle ça, va être fait par l'autofacturation, le self-billing. Donc, il y a une série de métiers qui sont concernés par ça, comme des antiquaires également. Donc, c'est niche, mais c'est quand même répandu. Et ça représente souvent des volumétries en termes de chiffre d'affaires importants. Donc tous les comptables connaissent hein, ce principe. Voilà. Peu de logiciels sont compatibles. On a une petite liste là pour ça. Ok, mais donc Eric, ce que je te propose, c'est que en fonction du temps que nous aurons disponible tout à l'heure, ou on vous donnera rendez-vous jeudi, on peut peut-être davantage répondre Oui, à ce public lors de la tout à session fait. questions-réponses. C'est spécialisé, tout à fait, absolument. Donc, je continue sur la question de la sécurité des données. Hein. Donc, en fait, on avait fini la petite vidéo de présentation du principe de fonctionnement avec, je vais dire l'analogie avec l'email, avec la question de la conservation de la donnée. Ce qu'on a compris aussi avec ce schéma, c'est que vos factures ne sont pas conservées sur le réseau PayPal, elles ne sont pas stockées sur ce réseau. C'est transitaire. Donc, ça veut dire que la question de la conservation vous incombe et c'est sur vos logiciels que ça doit être stocké. Et donc, vous devez être capable de savoir à travers les obligations légales sur le GDPR où sont stockées vos données. Vous ne pouvez pas stocker sur des systèmes aux États-Unis, par exemple. Là, ça doit être stocké sur le sol européen. C'est obligatoire. Et donc, vous devez être aussi à même de faire des sauvegardes et des copies de sécurité et de garantir la sécurité des données, donc qu'elles ne soient pas éventuellement piratables ou qu'elles puissent être volées par des tiers. Et donc, l'usage d'applications, évidemment répandues sur le marché, garantissent tout cela. Hein. Et donc, l'usage du réseau est hyper sécurisé Oui. aussi. Donc, pirater une facture, c'est quelque chose d'inexistant pour le moment. En tout cas, on n'a encore jamais eu d'exemple de piratage. Et là, je dois raconter une histoire un petit peu dramatique d'un garagiste qui répondait à un appel d'offres sur un site d'enchères à lequel il avait l'habitude de répondre pour racheter une voiture à 15 000 euros. Il reçoit une facture par email dans sa boîte Skynet pour les citer. Attention, boîte Skynet donc. Et on se retrouve avec une facture donc, qui a été piratée et donc où on a modifié le numéro de compte sur la facture, on a rajouté un cachet dessus sur le PDF en disant nouveau numéro de compte en banque. Le garagiste de bonne foi paie cette facture et 15 jours plus tard reçoit un rappel du site auquel il devait acheter la voiture. Et en fait, il se rend compte seulement plus tard qu'il a perdu l'argent et l'argent s'est volatilisé depuis longtemps. Quoi. Eh bien, ce cas de figure-là est impossible sur PayPal. Mhm. Parce que de bout en bout, c'est sécurisé et on est sur des plateformes qui sont sûres de part et d'autre, qui sont Ok. des logiciels locaux ou d'applications qui sont en ligne. Quoi. Donc ça, c'était quand même un gros progrès en termes de sécurité. Et ça, c'est se mettre en conformité avec le GDPR, en fait. Donc, en utilisant le GDPR et la facturation électronique, on résout ce problème, en fait, de la sécurité du transit de l'information de l'émetteur vers le destinataire, ce qui est satisfaisant. Voilà. Voilà. Et donc, quand Eric exprime GDPR, c'est la traduction anglaise de RGD. Donc, Oui, on, pardon. on signifie bien, voilà. Donc, on parle bien de la sécurité des données. Et finalement, il y a une question qui nous est posée, Eric, euh, qui historiquement est dans nos habitudes. Dois-je encore garder des copies papier? S'il vous plaît, non. Donc voilà, non, il faut. Voilà, en fait, on doit parler de transition numérique, on doit parler de fracture digitale également. Aujourd'hui, ce qu'on souhaite, et c'est la démarche en fait qui est derrière toute cette phase de digitalisation de la facture électronique, c'est d'en venir à ne plus avoir que des supports digitaux. Et donc, je sais que ça peut être tentant et facile de dire, mais finalement, je vais les imprimer, comme ça c'est plus sûr. Hein, je garde toujours. Aujourd'hui, on peut dire qu'il existe des moyens quand même suffisamment sûrs et des possibilités de stocker vos informations vers différents interlocuteurs, que ce soit sur des clouds ou que ce soit vers vos fournisseurs de services ou que ce soit vers vos comptables, pour garantir que vous ayez une, deux, trois copies qui garantissent
voilà, une pérennité à vos données. Il faut juste prendre l'habitude, qui est moins chronophage que de devoir imprimer, perforer et stocker dans une farde ces factures. Donc c'est plus rapide de faire un stockage électronique sécurisé que de vouloir réimprimer, et surtout c'est bien moins coûteux parce que ça coûte cher d'imprimer, et surtout l'espace coûte cher aussi, hein, stocker des fardes pendant 7 ans. Enfin, il y a des cas où on peut se retrouver avec des armoires remplies. Et donc, il faut savoir aussi que la question de la négligence sur le stockage des formats papier existe. Et typiquement, on a eu des cas lors d'inondations où voilà, les fardes étaient comme par hasard en lieu inondable. Bon voilà, à un moment donné, ça c'est considéré comme de la négligence aussi, donc on doit faire ses copies de sécurité, on doit stocker ces formats papier dans de bonnes conditions aussi, quoi, hein. Donc il y a une responsabilité, l'administration n'est quand même pas dupe, hein, à ce sujet, quoi. Donc il faut quand même être raisonnable, le terme est choisi, sur les méthodes de stockage de vos données, et donc là il faut quand même se poser les bonnes questions pour vos sauvegardes. Juste encore un point sur la pérennité, la solidité du réseau. PayPal, ça ne va pas disparaître demain. C'est soutenu en fait par 17 modérateurs qui sont représentés par des gouvernements, qui sont encadrés dans une ASBL de droit belge en fait, hein. C'est à Bruxelles, c'est chez nous. Et donc c'est quelque chose de solide, hein. Donc c'est Commission européenne et puis 17 pays qui le soutiennent, donc États membres, hein. Donc c'est du solide. Voilà pour le côté RGPD et stockage voilà. Bon, fonctionnement, avantage, mais voilà, j'ai fait un petit saut tout à l'heure en vous montrant la vidéo. C'était simplement pour être mieux compris. L'analogie avec l'email fonctionne évidemment très très bien. Et d'ailleurs, je vais aller encore un petit peu plus loin dans l'analogie en parlant d'adresse PayPal. Donc, il faut savoir qu'à chaque fois qu'un utilisateur s'identifie sur le réseau PayPal, et ça se fait à travers le logiciel qu'on utilise. Donc, si vous décidez de prendre un logiciel de facturation comme Bilit, par exemple, je commence à en citer, eh bien, vous savez qu'au moment où vous allez vous enregistrer sur cette plateforme, vous allez pouvoir vous identifier sur le réseau PayPal et ainsi obtenir votre adresse PayPal, qui, en Belgique, pour les assujettis TVA, est 0208 2 points le numéro de TVA. Donc, vous avez retrouvé tous les assujettis TVA grâce à cette petite astuce. Il faut juste retenir 0208 2 points le numéro de TVA. Et ça, c'est son adresse PayPal. Alors, c'est important quand même d'en disposer pour pouvoir la transmettre, par exemple, à des interlocuteurs européens, d'autres interlocuteurs, d'autres fournisseurs qui eux, connaissent pas nécessairement la structure des adresses PayPal en Belgique, et donc ce sera utile quand même de la connaître. Vous avez besoin également d'avoir une certaine visibilité sur ce qu'est une adresse PayPal si vous voulez obtenir par exemple l'adresse d'une administration, puisque toutes les administrations, par exemple les administrations communales, vont devoir avoir également leur identifiant PayPal, et vous devrez être capable de le mettre dans vos logiciels. Et évidemment, ce n'est pas une structure comme un numéro d'entreprise pour les assujettis TVA, c'est différent donc pour les administrations et pour d'autres structures. Voilà, donc je vous montrerai tout à l'heure ce qu'est une adresse PayPal, et je vous montrerai également un portail qui s'appelle PayPal Directory, qui vous permet en fait de retrouver avec un nom d'entreprise ou une adresse les identifiants et de savoir si une personne est bien présente sur le réseau, quoi. Donc c'est une sorte de Google ou de moteur de recherche du réseau PayPal. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a un système avec une haute interopérabilité et une haute accessibilité. Donc, hein, on a quelque chose qui fonctionne très rapidement, très efficacement, au même titre qu'un l'envoi d'un email, et surtout qui est beaucoup plus sûr par contre, parce que l'identification des personnes est totale. Donc, voilà pour ces aspects. Voilà, hein, vous avez compris tous les avantages. Je vais quand même aborder l'avantage ici en dernier, qui est la question de l'enrichissement de l'information. Une facture, elle est souvent sous-exploitée aujourd'hui parce qu'on reçoit une facture, par exemple, de 2 pages avec 50 articles ou 100 articles dedans. Et lorsqu'elle finit dans un logiciel de comptabilité, eh bien, c'est une ligne d'imputation. Et on fait fi, en fait, finalement, de toutes les spécificités, de toute l'information précise présente à l'intérieur de la facture, comme des numéros de série, comme des références articles, comme des prix d'achat à un moment donné, par exemple. Eh bien, le fait de bénéficier d'un encodage complet de cette facture à l'intérieur des bases de données des logiciels,
permettront à des outils d'exploiter ces données de manière plus performante. Et ça me permet de rebondir sur le point suivant, qui est l'intelligence artificielle. On Mhm. va pouvoir exploiter de manière plus performante, plus efficace nos données. Et donc, ça ouvre comme perspective, par exemple, le calcul de prix de revient de ces produits. Quoi de plus difficile d'obtenir le calcul du prix de revient, sa marge brute par produit ou par gamme de produits ou par chantier, parce que on a tellement d'informations du côté vente et tellement peu d'informations du côté achat que c'est un travail de fourmi que d'arriver à obtenir un prix de revient qui, lorsqu'on arrive finalement à le calculer, est bien souvent déjà obsolète. Alors qu'avec une intelligence artificielle, on va pouvoir avoir des calculs en temps réel qui permettront d'exploiter de manière plus optimale ces factures, non seulement pour en sortir de l'information statistique plus efficace, mais également pour éventuellement faire de la prévention ou de l'information vers les utilisateurs. Pour y arriver, il manque une pièce au puzzle, en fait. On a les bases de données logicielles d'un côté et on a ChatGPT de l'autre, ainsi que bien d'autres, hein, comme Claude et j'en passe. Et donc, il y a en fait ce qu'on appelle des systèmes de workflow, comme MEC ou comme N8N, qui sont des super logiciels qui permettent en fait de connecter différents systèmes, différents logiciels entre eux, et d'y intégrer de l'intelligence artificielle. Et donc chez nous, dans nos logiciels, on a un logiciel de gestion où on a des collaborateurs, on fait de l'informatique, qui font des interventions pour des clients et comme bon technicien, on en a toujours un dans son équipe qui ne pointe pas ses heures. C'est l'enfer, il ne pointe pas ses heures, il ne pointe pas le matériel qu'il livre au client, tout le monde est super content de lui, il fait un super boulot, mais il ne pointe rien. Donc, résultat des courses, on lui a mis, donc, avec son smartphone, la possibilité de se connecter à l'ERP et il peut dicter, quand il est dans sa voiture, ce qu'il a réalisé pour le client. L'intelligence artificielle détecte dans son explication le temps qu'il a passé, le matériel qu'il a livré et génère un bordereau, un bon de livraison pour ce client-là, pour cette intervention avec le détail de toutes les prestations. Et moi, quand je vais en clientèle, je demande à cette interface où en est l'encours de ce client et si on a bien livré récemment les dernières commandes qui étaient prévues, quoi. Donc j'ai une vraie interaction avec ChatGPT ici. On utilise Telegram comme messagerie. On utilise donc l'interface vers nos ERP. Et en plus, on a lié ça à nos boîtes mail Office 365, si bien qu'à un moment donné, je dicte donc à Telegram que je souhaiterais que le système réalise une offre avec tel et tel article pour tel client et que ce soit envoyé par email. Donc on est dans le présent, hein, donc c'est pas pas Voilà. de la fiction, on le fait déjà pour nous. Et vous avez par exemple Virtuosa, donc Virtuosa qui est un logiciel de facturation plutôt dédié donc au secteur du bâtiment, qui traite parfaitement la question de la facturation électronique. Donc si vous faites dans le bâtiment, c'est vraiment intéressant pour vous d'aller voir, donc Virtuosa, et qui aussi permet également de faire des écoutes pour créer un devis, mais de manière spectaculaire, quoi. Donc il y a des vidéos de démo à ce sujet. Et donc voilà, c'est une société belge, c'est fiable, c'est stable et vous pouvez envisager d'utiliser cet outil si vous faites dans le bâtiment les yeux fermés. Donc voilà ce que l'IA nous propose demain pour nos outils de gestion et c'est exploitable surtout grâce au fait qu'on structure le format de l'information avec la facturation électronique PayPal. Oui. Et donc, Eric, derrière ça, ce qu'on doit surtout retenir, c'est que le fait de passer à la facturation électronique, il y a aussi la cerise sur le gâteau et d'améliorer toute une série d'éléments dans notre gestion de notre administratif. Et ne prenez pas peur, ça c'est pour ceux qui ont déjà mis un premier pied dedans, mais au moins vous n'oublierez pas dans quelques mois, quand vous aurez trouvé vos habitudes et accepté le changement, n'oubliez pas qu'il y a encore plein d'autres possibilités qui s'ouvriront à vous grâce à ce premier pas que vous allez franchir d'ici la fin de l'année. Oui, donc non seulement vous allez pouvoir gagner du temps pour le traitement de vos factures, mais probablement que ça va ouvrir des portes pour le traitement d'autres documents, comme les bons de livraison ou les offres ou que sais-je d'autre. Donc du temps à gagner, et c'est important quand on, voilà, quand on est indépendant ou entrepreneur.
Et donc, un autre aspect pour lequel l'intelligence artificielle va nous aider, c'est qu'elle va faire des traitements de données sur, à nouveau, une donnée structurée, donc tout à fait intelligible pour elle, pour détecter des erreurs ou des fraudes. Et donc, en fait, on sait que quelqu'un qui encode des factures toute la journée fait entre 1 et 5 d'erreurs. Alors, je vous rassure, ce n'est pas un 5 d'erreur sur le total, hein, mais c'est parfois un accent dans un libellé, c'est une petite erreur dans un nom, ce genre de choses-là. Donc, parfois, il y a des erreurs évidemment plus importantes, mais l'intelligence artificielle pourra faire des traitements de maths pour détecter, par exemple, une différence entre des bons de commande et des bons de livraison et des factures. Donc là aussi, de la détection et de l'amélioration sur la qualité de la donnée. Voilà pour la partie intelligence artificielle, je pense, important et je pense qu'on nous le demande aussi donc à l'Agence du numérique et au SPF de communiquer à ce sujet parce que c'est un réel enjeu pour l'avenir et les entreprises wallonnes seront compétitives à condition qu'elles intègrent en fait l'usage de l'intelligence artificielle et que vous choisissiez les outils qui vous permettront de gagner énormément de temps, donc de la compétitivité. Voilà. J'ai déjà abordé les aspects cybersécurité et Tout à fait. RGPD. Donc, je vais passer directement à une slide qui parle de souveraineté des données. J'ai déjà abordé ça tout à l'heure, hein, c'est le fait de savoir où sont vos données, hein. Mais j'y reviens simplement pour le fait qu'il faut absolument préciser que la conservation de la donnée, de vos factures électroniques, c'est votre responsabilité. Donc, vous devrez être capable de savoir où vos factures PayPal sont chez votre comptable ou sur une plateforme et que si à un moment donné vous décidez de changer de plateforme, d'arrêter un outil pour passer sur un autre, eh bien, il faudrait être capable de faire une sauvegarde de vos documents électroniques, de vos factures UBL, de vos fichiers XML et de les sauvegarder pour pouvoir les reprendre sur votre nouvelle plateforme ou en tout cas pouvoir être capable de les restituer en cas de contrôle. Donc ça, c'est quand même important. Et donc, on parle de souveraineté des données parce que vous devez être souverain de vos données, vous devez maîtriser vos données. Donc, voilà. Donc, c'est une terminologie qui, en fait, en général, évolue au pays, hein, mais en réalité, c'est vous les rois de vos données. Donc, à vous de les approprier et d'en faire ce que vous souhaitez et surtout de savoir où elles sont. Voilà, pour ce dernier point sur la question donc je vais dire de la sécurité, de la présentation générale du contexte et on va rentrer là maintenant dans les cas d'usage, Oui, dans les exemples concrets, une petite vidéo de démonstration avec un encodage réel d'une facture, même de deux factures et la réception avec des plateformes web, plateforme Windows et on va pouvoir un peu parler exemple de logiciels. tout à fait. Et pour démarrer cette dernière partie, hein, donc on a encore 30 minutes à passer ensemble, on va lancer un premier sondage. Merci Sandra de nous le lancer. Plusieurs l'ont déjà exprimé dans les questions. Assurez-vous vous-même votre comptabilité ou avez-vous un comptable? Et derrière cette question, une seconde suivra. Et après cela, Eric pourra vous donner toute une série de pistes, que vous ayez un comptable ou pas, comment pouvoir passer à cette facturation électronique. Et donc, assurez-vous vous-même votre comptabilité ou avez-vous un comptable? Oui, je m'occupe de ma compta. Non, je délègue à un comptable. Ce qui nous permettra d'avoir de déjà mesurer si vous êtes Oui, quelques personnes parmi les questions posées ou si finalement une majorité d'entre vous font leur comptabilité en autonomie. donc on a quand même 40% voilà, de nos auditeurs aujourd'hui qui s'occupent de leur comptabilité eux-mêmes, hein. Donc c'est quand même voilà, hein, c'est quand même important. Euh, donc là, on va distinguer et discuter un petit peu des groupes. Donc en fait, on va voir des catégories d'entrepreneurs qui n'émettent pas de factures vers des assujettis, mais qui en reçoivent. Et donc, ce ne sera pas les mêmes plateformes qu'il faut Mhm. utiliser. Ce n'est pas les mêmes outils D'accord. pour des questions économiques et des questions de facilité, en fait. Euh, par exemple, voilà, je cite en premier lieu pour des gens qui n'émettent jamais de facture, mais qui en reçoivent, et donc qui sont assujettis TVA. Dans ce cas, un outil comme Dockle est certainement intéressant, parce qu'en réception, ça a le mérite d'être gratuit, ce qui ne gâte rien, évidemment.
Et puis Dockel, ben, c'est quand même une plateforme connue en Belgique qui garantit quand même une certaine pérennité des données. Et en plus, ils ont une mission de conservation. Donc eux, ils vous conservent vos données. Donc ça résout le problème en fait que les entrepreneurs qui ont un comptable n'ont pas. Parce que quand vous êtes entrepreneur et vous avez un comptable, vous confiez vos factures électroniques à votre comptable qui va les conserver pour vous. Tandis que quand vous êtes amené à faire la facture, la comptabilité pardon, vous-même, eh bien dans ce cas, la conservation de vos factures sur vos ordinateurs, sur vos outils peuvent être problématiques. Eh bien, le fait d'utiliser Dockel, qui a cette mission de conservation, résout ce problème de conservation à 7 ans à minima. Hein, donc je rappelle 7 ans, éventuellement plus pour la durée de l'amortissement de ce que vous avez acheté, comme un bâtiment de 15 ans par exemple, quoi. Donc, Est-ce que, Eric, tu peux aussi, dans ces 30 minutes qui arrivent, nous parler spécifiquement des personnes présentes ce soir qui ont un e-commerce? Est-ce oui, que leur site d'e-commerce va pouvoir passer à cette facturation ou auront-ils besoin d'une autre plateforme en parallèle pour le faire? Peut-être répondras-tu plus tard à cette question, mais comme ça, on l'a en mémoire et on ne l'oublie pas. absolument. Voilà. Ça peut être une discussion longue suivant la taille et les lieux de diffusion. Donc, je vais aborder, mais ça, typiquement, hein, c'est des questions où je pourrais prévoir un bon quart d'heure. Une Jeudi. réponse ce jeudi alors, ok. Oui. Je vais quand même dire un mot, mais voilà, ça peut se compliquer. Et donc, pour ne pas trop perturber non plus voilà, je vais dire, toute la base que je suis en train de poser sur la compréhension du système et cette distinction entre les différents types de plateformes qu'il faut envisager. Mais j'aborderai quand même, promis. Ok, Voilà. merci. Et alors, on avance également avec un deuxième sondage, une plateforme de Tout à facturation. fait, voilà. Donc pour ceux Voilà. qui auraient déjà franchi le pas, mais dites-le nous. Et puis surtout, quelle plateforme avez-vous choisi? Ou votre comptable a-t-il choisi pour vous? Oui, tout à fait, hein. Donc ça, je reviens là-dessus. Donc je classe en fait en trois types, en trois catégories les solutions sur lesquelles vous devez vous tourner. Donc tout à l'heure, j'ai parlé de Billy ou de Dockel, qui sont des solutions SaaS, donc ce sont des solutions logicielles web qui tournent en autonomie, donc qui ne nécessitent pas l'installation sur vos ordinateurs de logiciels. Peux-tu m'épeler le premier que tu viens de citer? J'ai parlé de Bill? Dockel et Billit. Ah, Billit, je le vois, je partage en parallèle les liens, Oui. Eric. OK. Et donc, ce sont des plateformes web qui sont utiles pour des petits émetteurs ou Dockel, le cas où on n'émet même pas de facture, on ne fait que d'en recevoir, mais on peut également en émettre avec Dockel. Hein, voilà, il y a vraiment de belles petites plateformes pour lesquelles il faut quand même se poser la question de savoir si l'outil de facturation lui-même, si le logiciel de facturation vous convient. Il y a quand même une question de feeling derrière ça, hein. Donc, pour cette première catégorie de logiciels, donc les plateformes web, donc essentiellement pour donc les personnes qui font leur comptabilité eux-mêmes, c'est vraiment utile en fait voilà, de se tourner vers des plateformes qui permettent de faire ces échanges. Et donc si vous faites votre compte à vous-même et que vous avez un programme de comptabilité comme Winbooks ou comme Bob et que vous utilisez vous-même ou comme Accountable que vous utilisez vous-même, vous avez déjà des fonctionnalités qui sont incluses avec ces logiciels, hein. Donc n'est pas absolument nécessaire de vous tourner vers un logiciel SaaS, un logiciel web, mais ça vient en complément de vos logiciels existants ou alors vous utilisez donc vos logiciels de comptabilité qui incluent sa fonctionnalité, mais vous avez par exemple une passerelle de Billit vers Winbooks, hein, qui existe, hein. Donc vous pouvez récupérer toutes vos factures par ce biais-là et les intégrer dans ce programme de comptabilité. Donc je fais une introduction. On va peut-être, oui, on va peut-être regarder le résultat du sondage. Tout à fait. On est à 13% d'entre vous qui utilisent déjà une plateforme. Voilà. Donc là, Allez, on vous voilà. encourage à Oui. continuer. Donc là, il faut s'y mettre, hein. Donc, il faut s'inscrire sur une plateforme ou une autre. Je vais continuer à vous donner des pistes pour vous motiver. Et voilà, on va trouver les solutions là pour inverser ce sondage d'ici quelques jours ou quelques semaines tout au plus. Donc, trois catégories, trois groupes de logiciels. Donc, j'ai parlé des logiciels web, hein. J'en ai cité deux, il y en a d'autres, on a plein de liens. Je vais vous montrer
voilà, quelques autres liens encore après. Euh, la seconde catégorie, on va parler des applicatifs liés au programme comptable. Donc en fait, sur le paysage belge, vous avez entre 60 et 80% des comptabilités qui sont tenues dans les fiduciaires par Bob, Winbooks et Horus. Et donc ces logiciels ont leur pendant, donc leur petit frère, à l'usage des entrepreneurs pour la réception et l'émission de leurs factures. Et donc, ces outils ont l'avantage d'être totalement intégrés au logiciel de la fiduciaire, ce qui permet d'améliorer dans cette question de la transition digitale l'échange que vous avez entre donc, votre comptable et vous-même et de pouvoir vous assurer que votre document bien, arrive bien pour les déclarations TVA notamment jusqu'à votre comptable et de manière fluide et au fur et à mesure du temps, ce qui permet également d'avoir un bon suivi également de vos encours financiers et de vous faciliter la vie pour le paiement de vos factures. Donc il y a toute une série d'avantages qui viennent se mettre en place quand on utilise un logiciel qui est intégré à la fiduciaire. Donc ça, c'est quand même une belle solution si vous avez l'opportunité de le faire. Et donc si vous avez un comptable qui vous dit, oui, nous, on utilise tel logiciel et vous pouvez utiliser, par exemple, dans le cas d'Horus Falco, bien sûr que c'est une solution qui tient la route, qui, en termes de coût, est un petit peu supérieur aux premières solutions qu'on a proposées, mais qui sont tout à fait raisonnables. Donc ça, Éric, pour ne perdre personne, je me permets de t'interrompre. On me pose plusieurs questions sur l'orthographe de ce que tu es en train de prononcer. Je vous partage les liens avec les bonnes orthographes dans la conversation au fur et à mesure. Donc, alors, copiez-les et voilà. Mais vous inquiétez pas, je suis en train au fur et à mesure de vous les partager. donc sur le partage ici, il y avait Billit, hein, ici, donc, dont j'ai parlé. Mhm. Il y avait Merci. Dockel. Donc à Dockel ici, il y a une tarification. Donc en réception, c'est gratuit, mais en émission, c'est 3,2 € par mois. Donc c'est pas très important, hein. Tout à l'heure, j'ai parlé de. Attendez, je vais retrouver. Alors, moi, je peux te dire ce que j'ai partagé, hein. J'ai partagé Directory People pour pouvoir, dans ce répertoire, Paul voir Directory, qui, ouais, hein, ouais, voilà, pour voir qui est déjà dans le système ou pas, c'est ça. hein. Et donc, Et si j'ai bien retenu, j'inscris 0208 2 points et ensuite le numéro de TVA. voilà, c'est ça. Et donc là, en voilà une. Donc hein, j'en profite pour vous la montrer. Ça, c'est une adresse d'identifiant PayPal. Et donc, ça, c'est pour notre société ici. Et donc, on peut taper une recherche ici dans le moteur de recherche et ça vous affiche l'information. Donc, c'est directory.paypal.eu. Donc, sur le support, hein, donc, dans les FAQ et tous les liens sont présents, quoi, en fait, hein. Oui. Et Je- puis ensuite, tu nous as parlé de Virtuosa pour le secteur du bâtiment. oui, absolument. Mais je vais essayer de vous le retrouver. J'ai ensuite partagé Dockel, j'ai partagé Billit et on m'a posé, j'ai partagé euh, Winbook et Accountable. Et Oui, puis on m'a posé la question pour Falco. Falco, c'est Horus que tu as cité. voilà. Là, donc, Et je donc voyais mon voilà, partage hein, avec les tarifs. Hein, donc, voilà. voilà. Donc tout ça, c'est des bonnes pistes, hein. Donc la première partie, on est plus sur des solutions web pures. La deuxième, on est plus sur des solutions intégrées au comptable. Et puis alors, on peut parler de la troisième catégorie. Alors là, on va parler de logiciels de gestion, de RP, Oui, d'outils un peu plus spécialisés. Et donc, voilà, Virtuosa, c'est déjà le cas, mais on parle de Odoo, bien sûr, hein, que tout oui. le monde a déjà entendu, mais pour lesquels il faut être prudent quand même, parce que la question de la compatibilité avec son comptable est importante, hein. Donc, quand on parle de RP ou de logiciel de gestion, il y a forcément un comptable qui est lié à cela, et donc on ne peut pas avoir une comptabilité parallèle, quoi, hein. Donc, il faut absolument avoir une bonne intégration avant de jeter son dévolu sur un logiciel de gestion. Nous, chez nous, en fait, on a des logiciels, des ERP spécialisés métiers. Et donc, on a par exemple un logiciel qui s'appelle Astral Software, qui est spécialisé dans les distributeurs de boissons et brasseurs, dans lesquels on va gérer les accises et les cautions, par exemple. Donc, vous allez avoir d'autres logiciels, par exemple, spécialisés pour les chauffagistes. Vous avez des logiciels qui fonctionnent bien comme Gecosoft pour la partie caisse et points de vente. Hein, vous avez des points de vente multiples. Voilà, donc en fait, suivant les cas de figure, les cas d'usage, mais là on est sur des logiciels plus spécialisés et plus importants à intégrer. Donc, hein, dans la gradation des trois catégories de logiciels, de la solution SaaS, style Dockel, Billit et d'autres, où
La deuxième catégorie, donc, hein, où on est sur du Winbooks, Bob, Horus, ou la troisième catégorie, où on est sur les ERP, on monte en puissance en termes d'intégration, de complexité, mais également de coûts, hein, d'exploitation. Donc, il faut voilà, se placer dans la catégorie qui vous convient et après choisir le bon outil. Et pour ça, il y a une méthode aussi. Il faut avant tout demander votre comptable, ensuite votre corporation, vos collègues, et enfin les informaticiens de gestion comme nous, où on quadrille tout le territoire, hein, toujours prenez tous les revendeurs de logiciels de comptabilité. On distribue, on intègre également toute une catégorie, toute une panoplie de logiciels de gestion, ERP divers et variés. Et là, vous aurez certainement aussi pas mal d'informations qui pourront vous aider à faire le choix, quoi. Voilà, des clés. On me pose la question, on a tout à fait évoqué Accountable, hein. J'ai d'ailleurs partagé Oui, le lien plus haut, hein. absolument. Donc, oui, Absolument. oui, Et voilà, il fait partie de la liste tout de à ceux que fait. vous pouvez choisir. Absolument. Et donc, Accountable, ça va convenir voilà, à des indépendants et à toute une série d'entrepreneurs, mais on a également des difficultés à un moment donné pour des comptabilités plus grandes. Et donc, vous allez avoir des cas où les comptables vont vous dire, ah oui, non, c'est trop juste. Donc, il faut passer sur une compta plus grosse. Par contre, Accountable, question autonomie et facilité d'utilisation, c'est top. Donc, il faut choisir l'outil adapté. Donc, vous ne m'entendrez pas dire aujourd'hui, c'est cette solution la meilleure et toutes les autres, c'est pas possible, ça n'existe pas en fait, hein. Donc, il y a Mhm. toute une panoplie de solutions et il faut être adapté à son cas d'usage, quoi, en fait. On Et parle. est-ce que Eric, tu connais Exact? Est-ce que tu l'as déjà vu passer? Oui, hein, ben, chez nous, on est entre autres revendeur d'Exact, hein, donc ça fait partie de la grande panoplie de solutions qu'on distribue. Et donc, effectivement, voilà, on a toute une série de clients qui sont sur ces solutions-là, euh, voilà, qui apportent satisfaction à nouveau pour les cas d'usage adaptés à certaines tailles d'entreprise, quoi, en fait. Et dans quelle catégorie est-il exact, s'il te plaît? Puis on peut passer à la suite. Alors, on est dans la catégorie 2 et la catégorie 3, en fait. On a D'accord. 2 et 3, oui. Voilà. Donc, il faut un peu le lien entre les deux. Donc, c'est voilà, une position particulière, je trouve, parce que il faut que on ait un comptable qui soit d'accord de travailler avec. Donc, on a voilà, régulièrement des comptables qui n'aiment pas trop. Par contre, on a une solution très intégrée entre la comptabilité et la gestion. Et donc, il y a des métiers où ça se prête très, très bien. Donc, on a des gens qui sont très satisfaits de l'usage, hein. On a des groupes de plus grosse taille, hein, aussi, hein. Donc, ça peut supporter des tailles plus importantes également. Donc, c'est voilà, une solution qui tient la route, hein. Il faut l'étudier. Il faut l'étudier. Si vous avez des besoins ou des cas d'usage ou des spécificités, il faut les soumettre et regarder, soit Mhm. avec leur vendeur ou soit avec voilà, un distributeur digital. Voilà. J'ai quelques questions que je garde pour tout à l'heure. Je te laisse avancer, Alors, Eric. je vais vous montrer une petite vidéo et on va faire des factures. Allons-y. Donc, ici, j'ai jeté mon dévolu sur une solution de Winbooks. Alors, c'est une parmi d'autres. Je ne suis pas dogmatique, hein, comme je le disais juste avant, mais c'est une manière de montrer une solution. Et donc, on va faire l'encodage de deux factures sur donc, Winbooks on Web, qui est une des solutions de la nébuleuse du groupe Exact, hein. Ça fait aussi partie du groupe Exact, hein, Winbooks et Winbooks on Web. Et là, bien, on crée une facture en indiquant un client, en spécifiant des informations de paiement, en spécifiant son article. Donc, en fait, jusque-là, toutes les personnes qui ont déjà utilisé un logiciel de facturation s'y retrouvent parfaitement. La seule chose que vous ne connaissez pas encore, c'est le bouton Send ici, c'est le bouton Envoyer, qui est un nouveau bouton qui est là en plus de pouvoir générer par exemple un PDF ou d'imprimer. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? On a appuyé sur le bouton Envoyer, le système interroge le fournisseur de service pour s'assurer si la facture peut partir. Et si c'est bien le cas, il indique qu'elle est bien partie et elle est sur le réseau à disposition du destinataire. Donc finalement, très simple. On a encodé une facture en spécifiant son client, ses articles, ses éventuels taux de TVA, remises ou escomptes divers ou que sais-je d'autre. Et on appuie sur le bouton Envoyer. On en fait deux pour l'exemple. Et on va aller voir ensuite la réception de ces factures sur une page web d'un côté, donc une application web toujours dans la famille du groupe Exact, et une autre avec Winbooks classique, donc une version Windows, une application locale.
Donc ici, on va se rendre sur un autre endroit du logiciel pour aller voir le statut de la facture. Donc ça va nous permettre, hein, tout à l'heure on a vu hein, qu'on sait mettre un statut à une facture, on sait dire tiens, est-ce qu'elle a bien été reçue, quoi. Eh bien, on va consulter sur cette plateforme l'endroit où ça se situe. Donc suivant les logiciels, c'est visible de manière différente, hein. Donc ici, on est sur cette plateforme qui nous permet de voir la liste des factures et on voit en fait ici qu'elles sont bien parties, les mis-sent. Hein, les deux factures qu'on vient de réaliser sont bien parties sur le réseau, sinon elles se seraient mises en erreur évidemment, hein, donc on aurait eu un message d'erreur. Là, on se déconnecte donc de la plateforme à partir de laquelle on a envoyé les factures pour se connecter sur la réception des factures et là, on va sur Winbooks Connect, qui est une autre plateforme de la famille Exact. Et donc là, on voit que la facture est déjà présente. On s'est simplement connecté sur sa plateforme et on voit la facture qui est directement là sans aucune manipulation. On n'a pas de traitement à faire, elle est directement présente et en plus, le contenu de la facture est totalement identifié. Donc on voit que tous les champs ont été reconnus avec la date, avec le délai, avec le montant, avec toutes les informations. Et là, ici, on fait en plus une validation pour l'envoi vers la centralisation chez le comptable. Donc, on a fait une réception et une validation comptable. Est-ce que ça signifie que ma facture est archivée et en sécurité là où elle est allée se déposer seule? C'est ça, exactement. Donc, dans ce cas-ci, on est dans le cas d'usage d'un applicatif qui est lié au programme de la fiduciaire, programme de la comptabilité. Et donc, la facture a été réceptionnée, enregistrée et envoyée vers la comptabilité. Et donc, on a non seulement un archivage sur la plateforme, mais en plus un duplicata qui est parti pour être intégré dans la comptabilité chez le comptable. Donc, on a déjà une copie et une double sécurité. Ici, je vais poursuivre la vidéo et on va passer sur la réception de la deuxième facture. Et là, on vient sur un bon vieux programme Windows local où on va réceptionner la seconde facture avec un module qui s'appelle Virtual Invoice qui permet de visualiser les factures qu'on reçoit du réseau. Donc voilà, ceux qui connaissent Winbooks, eh bien c'est ça, hein, un programme de comptabilité. Et on voit que la facture arrive toute seule. Donc ce message, c'est nous dire, voilà, il y a une facture qui est arrivée et il nous suffit de la sélectionner pour la visualiser. Et là aussi, on voit que toutes les zones sont reconnues, hein. On voit que le numéro de TVA a été retrouvé à droite, les dates ont été retrouvées. On va pouvoir valider en comptabilité la facture en un clic. Vous voyez, toutes les zones, toutes les informations ont été enregistrées et reconnues. Il n'y a aucun traitement manuel où on encode des valeurs ou un élément de la facture. Voilà, donc on a fait deux cas. On a créé deux factures, on a réceptionné deux factures sur deux plateformes différentes. Et voilà, on peut faire l'analogie avec un tas d'autres applicatifs. C'est sensiblement la même chose avec des variables, des variantes et des cas d'usage spécifiques. Mais c'est ça, la création, la réception et l'envoi d'une facture sur le réseau PayPal d'un émetteur à un récepteur. Donc, c'est pas très compliqué. On est sur quelque chose finalement facile à faire. Donc tout ce que j'ai pu expliquer depuis le début, qui pouvait sembler compliqué, qui pouvait sembler assez vaste, en réalité se résume à un bouton pour envoyer et une boîte de réception dans laquelle il faut aller pour visualiser ces factures. Donc finalement, on ne saurait pas faire beaucoup plus simple. Ce serait, voilà. Donc là, on est quand même sur quelque chose de très automatique et de très facile à utiliser. Alors, ça se traduit par des retours d'expérience très positifs. Donc, on est sur quand même voilà, un bon nombre de clients qu'on a quand même migré, où on a l'expérience maintenant, le retour d'expérience avec quand même plusieurs mois de migration et d'utilisation du réseau PayPal. Et en fait, on a une satisfaction très élevée. Il y a une question qui vient, enfin, qui peut venir de la part de personnes qui n'ont pas encore expérimenté, c'est se dire, mais tiens, finalement, je reçois mes factures par courrier, je reçois des factures par email, je dois scanner en plus parfois certains documents qu'on me donne en main propre, et puis finalement, j'ai encore un vecteur supplémentaire qui est la réception de la facture PayPal. Et donc, on pourrait se dire, mais tiens, les doublons, est-ce que je risque pas d'avoir encore plus de doubles et de risquer d'avoir, voilà,
des factures en trop à cause de ça. Le fait d'avoir une facture électronique structurée avec un contenu parfaitement identifié fait que les systèmes de contrôle de doublons des logiciels sont très performants. Et donc finalement, la facture originale, la facture principale, qui est la facture PayPal, est toujours bien intégrée et détecte très rapidement qu'on essaie de lui faire encoder un doublon. Et donc finalement, c'est plutôt un contrôle supplémentaire. Donc finalement, on se retrouve avec quelque chose de simple, de facile, de plus sûr, de plus complet. Enfin bon, on n'arrive pas à trouver finalement beaucoup de défauts à ça. Et pour nous, informaticiens de gestion, en fait, c'est l'assurance d'avoir quelque chose de plus fiable. Et ça, c'est quand même quelque chose d'agréable pour nous. Ah, on ne t'entend plus, on ne t'entend plus. Tu as des petits problèmes de micro. Voilà, c'est bon, là tu Oui, je t'entends m'entends? bien, je t'entends, je Voilà, t'entends. je disais Voilà, Manuel. que je souhaite pas te partager une expérience personnelle. La plateforme que j'ai choisie va encore plus loin. Je reçois un email avec une pièce jointe. La plateforme vient chercher cette pièce jointe et définit si c'est une facture que j'ai reçue et puis va la classer. Donc Oui, hein. vraiment, ces plateformes sont très performantes. Alors, il y a pas mal de questions sur Ah, on t'a perdu à nouveau. Voilà, je suppose que ça va revenir. Vous Donc, m'entendez? oui, je Ah voilà, t'entends. désolée. Je ne sais pas. Voilà. Oui, plusieurs personnes se sont interrogées sur la gratuité des plateformes. Oui, Comme tu l'as montré, Eric, d'après ce que j'ai vu, on n'est pas dans des budgets excessifs, hein. Ça démarrait vers 8 euros, même oui, 3 tout à fait. déjà par mois. Et donc, je ne sais pas s'il y a vraiment une solution purement gratuite qui va faire l'affaire. Et une autre question peut-être parallèle avec ce choix de budget. Est-ce que si, parce que je suis ici dans des délais assez courts, je fais un choix d'un outil, d'une plateforme, et que dans 3 mois, je souhaite changer d'avis parce que j'ai pris un peu de recul, j'ai un peu plus de temps pour analyser l'outil qui me convient, est-ce que je peux en cours de route changer d'outil tout Oui. simplement? Voilà. Alors, oui, absolument. Évidemment, c'est pas souhaitable. On préfère ne pas devoir changer puisqu'il faudra sauvegarder ces données, les mettre de côté, se désenregistrer sur l'ancienne plateforme pour se réenregistrer sur la nouvelle. C'est quelque chose qui a déjà eu lieu, on le fait régulièrement, mais c'est mieux de ne pas le faire, c'est mieux d'être directement sur une bonne plateforme. Donc si vous avez, je vais dire, prendre le minimum de temps nécessaire pour jeter, je vais dire, votre dévolu sur la solution adaptée, c'est bien sûr mieux. Mais oui, vous savez vous désenregistrer pour vous réenregistrer ultérieurement. Donc une solution comme Dockel ou Bilic pour une solution temporaire, c'est pas mal. Il y a également en fait Hermès qui existe, hein, qui est un portail du SPF qui permet de vous enregistrer également temporairement. Voilà, il y a quand même pas mal de solutions qui existent, je vais dire accessibles, sur lesquelles vous pouvez vous enregistrer le temps voilà, de faire le choix définitif, mais surtout pour ne pas être en défaut, puisque je ne l'ai pas dit, je me rends compte et je m'en excuse. Je n'ai très peu parlé en fait de l'arrêté royal du 8 juillet, dans lequel il y a les amendes en fait pour non-conformité. Et donc en fait, ils ont fait un copier-coller des amendes pour dépôt tardif de déclaration TVA. Donc première infraction 1500, deuxième infraction 3000, troisième infraction, voilà, on monte comme ça. Et donc ce qui se passe, c'est que si vous n'êtes pas en ordre dans un premier temps, ils peuvent le constater de 3 mois en 3 mois. Et puis, d'un autre côté, il y a quand même eu, je vais dire, il faut faire attention à mes propos ici par rapport à ça, mais en tout cas, un fonctionnaire délégué a tenu des propos dans une commission parlementaire indiquant que normalement, il ferait preuve de tolérance pour l'application des amendes pour le premier semestre 2026, pour peu qu'on s'est prouvé qu'on a entamé une démarche. C'est Donc, a ça. priori, s'enregistrer sur Hermès ou sur Local, c'est une démarche largement suffisante. Même si vous n'envoyez pas toutes vos factures parfaitement nickel comme elles devraient à partir de la plateforme, au moins vous aurez voilà, une démarche, quoi. Donc, voilà, je pense que les outils gratuits ou facilement accessibles ou très peu chers existent, hein, donc au moins en réception. Donc je pense que voilà, à partir de là, avec Deckel ou Hermès, on n'a pas d'excuse pour au moins s'enregistrer rapidement, quoi. Et je viens de vous partager le lien Hermès, comme ça, vous savez comment ça s'écrit. Oui, Et Eric, j'ai beaucoup, beaucoup de questions auxquelles on ne pourra pas toutes répondre aujourd'hui. Donc, on vous donnera rendez-vous jeudi pour répondre aux questions qu'on n'aura pas pu aborder aujourd'hui.
Il y en a quand même une à interpeller. L'important, c'est surtout de s'inscrire sur PayPal. Mais pour s'inscrire sur PayPal, on doit passer par un outil et une plateforme, si j'ai bien compris. Oui, absolument, Donc, il absolument. faut faire ce choix d'outils et de plateforme impérativement en décembre 2025. Voilà. Et là, je renvoie donc à la catégorisation donc, de 3 types de logiciels et à la démarche comptable, corporation et informaticien. Donc, si vous avez 3 et 3. Donc, avec ces 3 catégories de software et ces 3 interlocuteurs, vous êtes sûr de trouver la bonne solution et d'avoir voilà, une plateforme qui vous convient. Voilà, à vous de jouer. Et il n'y a pas de questions bêtes, hein, ne vous inquiétez pas. Ah non, 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 absolument Je vais pas. toutes les poser, pas de souci avec ça. Bon, Oui. voilà, il nous reste 5 minutes pour pas à pas clôturer et conclure ce webinaire. Et ne soyez, s'il vous plaît, pas frustrés. On se revoit pendant 1 heure jeudi pour répondre à vos questions. Si vous ne trouvez pas les réponses dans le support qu'Eric va vous envoyer, et je peux vous assurer que vous avez une FAQ plus que complète, donc vous trouverez peut-être déjà certaines réponses. Oui, voilà. Mais on vous promet de répondre jeudi à davantage de questions plus détaillées que vous avez posées, notamment pour les agriculteurs, où il y a eu pas mal de Oui, questions qui sont arrivées. On y répondra jeudi. absolument. Ce sera avec grand plaisir. Et il y a également l'enquête de satisfaction à laquelle on doit, s'il vous plaît, donner suite. On Ça nous va fera vous plaisir. envoyer. Merci beaucoup, Sandra. Elle apparaît chez vous, ce qui nous permet vraiment de toujours et encore améliorer ces séances de webinaire que nous partageons avec vous. Bien sûr, votre avis est important pour qu'on puisse encore et encore s'améliorer. Dans les éléments importants dans tout ce que vous aurez, il y a une série de liens que vous avez reçus. Mais je pense que si vous vous posez la question de savoir comment vous allez exploiter au-delà de la facture électronique vos données et votre outil, vous ne vous tromperez pas. Donc, posez-vous les questions de votre métier, de savoir voilà, de quoi vous avez besoin au quotidien, si vous avez besoin de caisses pour vos comptoirs, si vous faites de l'autofacturation voilà, pour les agriculteurs, c'est des points clés qui permettront de choisir rapidement l'outil. Donc, n'hésitez pas. De toute façon, je suis disponible. Hein, donc je sais répondre aussi à des questions par email si vous avez, voilà, si vous avez des questions spécifiques et je pourrais, en fonction du contexte que vous me donnerez, je pourrais vous dire tiens, voilà, il y a telle ou telle autre solution. Quoi. Il y a voilà, des cas d'usage qui sont hyper faciles pour moi. En fait, c'est le cas où on parle par exemple du secteur du bâtiment. Ben, vous prenez Virtuosa, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. C'est tellement efficace et adapté au métier. Mais j'ai cité d'autres cas de métier spécifiques hein, et on a parlé voilà, des ventes comptoirs avec l'intégration de l'e-commerce, avec la gestion de stock et la facturation derrière. Mais des outils existent hein, qui sont performants et adaptés. Quoi. Donc voilà, il faut se tourner vers voilà, vos collègues, hein, vos corporations et certainement vers des informaticiens et vos comptables. Hein, surtout, soyez en concordance avec vos comptables. Et Eric, 2 questions auxquelles on a répondu à plusieurs reprises, mais elles sont vraiment importantes et on nous les pose encore. Oui, les indépendants complémentaires sont concernés à partir du moment où il y a des échanges entre 2 personnes qui possèdent un numéro de TVA. Hein. Oui, Donc, tout à fait. vous êtes concernés. Et la deuxième chose, c'est non, il ne faut pas un compte sur PayPal puis sur un logiciel, c'est l'inverse. Je m'inscris sur un logiciel qui va me permettre de me connecter à PayPal. Exactement. Vous choisissez le logiciel qui va vous connecter à la plateforme. Voilà. Exactement. Qui va vous connecter au réseau. Oui. Donc, PayPal n'existe pas seul, en fait. Voilà, ça ne... oui, c'est ça. Vous ne devez pas faire 2 démarches. Ce qu'il faut, c'est choisir l'outil. Et pour peu qu'il est compatible PayPal, c'est lui qui s'occupe de vous enregistrer. Donc, c'est pas très compliqué. Hein. La seule difficulté, finalement, c'est de faire le bon choix pour ne pas le regretter. En dehors de ça, l'inscription n'est pas très compliquée. Donc, il s'agit de répondre à quelques questions. On doit indiquer ses numéros de compte en banque, on doit indiquer ses adresses mail administratives, on doit indiquer son nom d'enseigne. Enfin, une série de choses usuelles, basiques qu'on retrouve somme toute sur une facture standard. Et à partir de là,
vous demandez la validation d'enregistrement et en un instant, c'est fait, hein. Donc, à partir du moment où vous avez pris la plateforme, c'est le temps d'enregistrement. Donc, ça peut être rapide, quoi, hein. Donc, voilà. Certainement facile à faire, je vais dire. Je ne sais pas s'il y avait une autre question à me soumettre. Voilà, on est vraiment sur la fin. Est-ce que tu as une conclusion à partager avec nous? Moi, je devais vous dire absolument avant de se quitter, n'oubliez pas de vous rendre, si tu peux nous partager le slide avec les prochaines activités, de vous rendre sur les webinaires, les inscriptions des webinaires si vous voulez encore participer. Hein, voilà, donc session de questions-réponses jeudi. Mais également encore des lundis de webinaires sur la facturation électronique. Si par exemple vous nous avez rejoint en retard ou si vous êtes une profession libérale, il y aura encore des webinaires à votre disposition. Il y aura encore des sessions de questions-réponses les prochains jeudis. Donc si vous ne savez pas nous rejoindre ce jeudi-ci, il y en aura d'autres. Il y a plein de réponses dans les slides d'Eric. Donc ça, c'est vraiment important. On voit encore plein de questions qui arrivent. Nous les notons. Ne vous inquiétez pas, on ne perd rien. Et je pense qu'on va devoir clôturer Oui, pas à pas, hein, voilà. voilà. En fait, j'ai quand même livré beaucoup d'informations, hein, donc c'est quand même voilà, relativement complet et quelque part, ben voilà, je vous ai aidé à allez, tirer le fil de la pelote de laine pour arriver à avancer. Vous avez les clés pour démarrer. Je pense qu'il faut digérer tout ça. Euh, voilà, s'informer un petit peu et puis à un moment donné se lancer. Et je pense que à partir du moment où vous aurez fait le pas, ben voilà, ce sera quelque chose voilà, de simple pour vous, quoi. Vous y ferez rapidement. L'acclimatation est rapide. Donc, il faut foncer. Voilà. Voilà, et on a bien pris note de vos questions, de vos recommandations, et on intègre tout cela dans les prochaines sessions. Ce sera avec plaisir. Merci Eric, merci au SNI d'avoir organisé cette session, donc le syndicat neutre pour indépendants, avec le soutien financier de Digital Wallonia, de l'Agence du numérique et de la Wallonie. Merci à tous d'avoir passé cette soirée avec nous. On se donne rendez-vous dans les prochaines sessions si les informations reçues, replay et slides ne suffisent pas à vous épauler dans cette démarche, mais vous n'êtes pas seul. On est là avec vous jusqu'au mois de février pour vous accompagner chaque semaine dans ce passage à la facturation électronique. Bonne chance à tous. On vous encourage vraiment à faire un premier pas dans les prochains jours. N'attendez pas la fin du mois de décembre. Et merci Eric pour tous les précieux conseils et les excellentes informations pointues que tu as partagées avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Merci à vous. À bientôt. On vous embrasse. Belle soirée.